Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Coup de théâtre au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé ce samedi le report sine-die de l'élection présidentielle du 25 février. Une annonce qui survient à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale initialement prévue ce 3 février à minuit. Réforme du système éducatif en République du Congo. Les autorités ambitionnent d'améliorer la qualité et la pertinence des formations proposées pour mieux répondre aux besoins de l'économie nationale et du marché de l'emploi. Et depuis 2009, le premier partenaire commercial de l'Afrique reste la Chine. Les échanges commerciaux entre les deux parties se sont chiffrés à plus de 280 milliards de dollars en 2023. Gros plan sur le modèle commercial sino-africain dans cette édition. C'est une première depuis 1963 au Sénégal. Le président Macky Sall a annoncé ce samedi lors d'une adresse à la nation le report sine-die de l'élection présidentielle du 25 février. Cette annonce est intervenue à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale initialement prévue ce samedi 3 février à minuit. Cette décision survient sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État, Macky Sall, qui n'est pas candidat à sa propre succession au terme de son deuxième mandat, a également convoqué un dialogue national. Écoutons un extrait de son allocution. Alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin, en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. Alors qu'il porte encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. Également dans l'actualité en Somalie, la mission de transition de l'Union africaine, ATMIS, a annoncé ce vendredi 2 février avoir terminé la deuxième phase de retrait de ses troupes du pays, soit une réduction des effectifs de 3000 soldats. La demande d'une pause technique de 3 mois émise par le gouvernement somalien a engendré un retard dans le processus de cette deuxième phase de retrait qui était censée s'achever en septembre. Rappelons que ces
derniers mois, les autorités somaliennes ont dû faire face à de nombreuses attaques terroristes. Selon un calendrier voté dans une résolution de l'ONU, le retrait total de la force ATMIS est prévu pour fin 2024. Environ 14 600 soldats de la force ATMIS sont encore présents en Somalie. Le cap est donné pour les 4 années à venir à Madagascar. Le Premier ministre Christian Tsay a prononcé le 1er février son discours de politique générale de l'État devant l'Assemblée nationale, un programme qui s'étend de 2024 à 2028 et qui accompagnera le 3e mandat du président André Joël, réélu en novembre dernier. Les précisions de Nathalie Moreau. De 2024 à 2028, le programme de politique générale du gouvernement se concentrera autour de la bonne gouvernance, marquée par la lutte contre la corruption, la valorisation du capital humain ainsi que la promotion de l'industrie et la transformation économique. La conduite de l'action gouvernementale tout au long du 3e mandat du président Andry Rajoelina a été présentée à l'Assemblée nationale par le Premier ministre de Madagascar, Christian Tsay, le 1er février 2024. Tolérance zéro à l'égard de la corruption et la fraude à tous les niveaux, particulièrement dans les marchés publics et les concours administratifs. De nouvelles formes d'organisation seront ainsi mises en place à partir des doléances en ligne. Les réseaux de vol de terrain appartenant à autrui ou à l'État seront également dans le collimateur du gouvernement qui va renforcer la surveillance et le contrôle. La mise en œuvre d'un véritable pacte de l'industrialisation fait partie des principales promesses de campagne électorale du président Rajoelina, reconduit à la tête de Madagascar en novembre 2023. Ce pacte est destiné à façonner l'avenir de l'industrie du pays pour les 20 et 30 prochaines années. L'ambition de l'exécutif malgache vise à faire du secteur industriel le moteur de la croissance économique avec une contribution PIB de l'ordre de 20%. Nous exporterons soit 15 tonnes d'or d'ici 5 ans, soit 15 tonnes par an. L'État prévoit ainsi de promouvoir l'exploitation de l'or industriel pour appuyer l'exploitation artisanale. Le programme de politique générale du gouvernement à Madagascar a reçu l'approbation de l'ensemble des députés des 3 groupes parlementaires, de l'IRD, du GPR et des indépendants selon les dispositions constitutionnelles. Le Premier ministre Christian Tsay prévoit des résultats visibles de la mise en œuvre du programme gouvernemental dans 100 jours. Réforme du système éducatif en République du Congo. Les travaux des États généraux de l'éducation et de la recherche ont mené à un diagnostic sur les maux qui minent ce secteur. Les autorités ont décidé de remédier au décalage persistant entre les formations et le marché de l'emploi. Ces réformes doivent impliquer l'intégration de l'entrepreneuriat. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou. Au Congo, les autorités annoncent une réforme du système éducatif. L'objectif est d'adapter l'éducation aux réalités du monde professionnel afin de réduire le taux de chômage des jeunes estimé à 25%. L'intégration de l'entrepreneuriat dans les curricula pour former les jeunes créateurs d'emplois fait ainsi partie des réformes que le gouvernement appliquera dans les prochains jours. L'école qui va résulter de ces états généraux de la transformation de l'éducation sera celle qui formera le citoyen congolais. Imbu de civisme et de probité, capable de se prendre en charge, de dominer les situations et les événements de sa vie, d'analyser les enjeux institutionnels, sociaux et environnementaux et de se mobiliser pour agir sur les contraintes qui pèsent sur lui et sur son groupe social dans ce monde à l'avenir incertain. L'objectif recherché est d'accroître la capacité d'accueil des élèves dans les filières scientifiques, technologiques et professionnelles. La tenue des États généraux de l'enseignement, de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche du 25 au 29 janvier 2024 à Brazzaville aurait permis de poser les fondements d'un système éducatif différent de l'actuel. Quand on sait que les enseignants constituent la colonne vertébrale de tout système éducatif, comment peut-on espérer avoir des apprentissages de qualité
lorsqu'il manque d'enseignants. Et pire encore, lorsque ceux auxquels on recourt ne sont pas du tout formés. En 2023, une enquête du ministère de la Jeunesse a révélé que 17% de jeunes Congolais ont l'ambition de se lancer dans l'entrepreneuriat contre 68% en attente d'une intégration au sein de la fonction publique. Ainsi, la nouvelle école souhaitée par les autorités congolaises doit être capable d'analyser les enjeux institutionnels, sociaux, environnementaux, compétitifs et préparée à faire face aux défis du développement durable. La Chine conserve sa position de premier partenaire commercial de l'Afrique. Au cours de la dernière décennie, les échanges commerciaux entre les deux parties se sont chiffrés à plus de 280 milliards de dollars en 2023, une performance en hausse de 1,5% par rapport à 2022. Les précisions de Amenej. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont augmenté d'environ 7,5% glissement annuel en 2023, atteignant 282,9 milliards de dollars, soit une hausse de 1,5% par rapport à 2022. Cette performance fait de la Chine le premier partenaire commercial de l'Afrique au cours de la dernière décennie, selon l'administration générale des douanes chinoises et l'Organisation mondiale du commerce. Vous savez, pendant longtemps, l'Union européenne et les États-Unis ont constitué les principaux partenaires pour le continent africain. Mais la Chine a développé un modèle commercial qui vise quand même à produire et à satisfaire une demande, quel que soit le niveau de revenu et la classe sociale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine est devenue l'un des principaux partenaires privilégiés pour le continent africain. C'est des pays à grande taille de population et donc ces pays importent beaucoup de la Chine pour satisfaire les besoins de leur population. Et de même, la Chine est dépendante quand même des ressources minières et des matières premières pour pouvoir tourner son industrie. Ces ressources-là se retrouvent en général aussi en Afrique. Le commerce bilatéral totalise 1870 milliards de yuan, soit 263,3 milliards de dollars en 2022, équivalent à une hausse de 14,8% sur un an. En 2023, les exportations sont estimées à 172,78 milliards de dollars, alors que les importations africaines vers la Chine ont totalisé 109,31 millions de dollars, en baisse de 6,7% et dominées par les matières premières. Par ailleurs, il faut noter également que le système d'échange que la Chine adopte favorise aussi les échanges avec les pays africains dans la mesure où la monnaie chinoise, nous pensons que n'est pas à son niveau par rapport aux performances commerciales qu'observe la Chine. Pour rappel, lors de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, la Chine avait supprimé les droits de douane sur 98% des produits en provenance de 21 pays africains, en vue de porter le total des importations chinoises à 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Fin de jeu pour le Sili national à la CAN 2023 de football en Côte d'Ivoire. La sélection guinéenne s'est inclinée 3-1 ce vendredi 2 février face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Une défaite synonyme d'élimination aux portes du dernier carré final. Une énième désillusion pour les supporters guinéens. Le point avec Nabila Kamara. Le Sili national de Guinée termine sa course-là après la défaite ce vendredi 2 février 2024 contre la République démocratique du Congo 3-1. Les hommes de Kaba Diawara n'atteindront pas les demi-finales de la compétition africaine de football. Les Congolais se sont montrés plus réalistes sur les différentes actions. Les supporters du Sili national pointent du doigt les défaillances techniques de l'entraîneur de l'équipe guinéenne. C'est la faute du coach parce que là, il ne devait pas faire jouer Nabi titulaire, normalement. C'est un joueur qui est fatigué, il devait faire jouer Nabi qui est en moins de 20 minutes. Tu vois, la formation que nous avons joué contre la Guinée équatoriale, c'est avec ça, on devait jouer la même formation. Là, au moins, on allait jouer jusqu'au bout. Mais là maintenant, bon, c'est foutu. Hein. Ce n'est pas l'ambiance habituelle à Conakry ce vendredi, l'aventure de l'équipe nationale étant terminée. Les supporters de la Guinée étaient pourtant confiants de passer pour une première fois les quarts de finale avec les précédentes prestations du Sili national. Se remettre aux réalités du football, c'est désormais la seule option pour ces millions de supporters. Après la défaite de la Guinée, quand même moi je ne suis pas trop dessus. Je suis fier de nos joueurs qui se sont battus sur le terrain. Je les encourage, c'est une expérience. Nous allons revenir plus fort. Le dieu du football n'était pas avec nous. Sinon, nos joueurs ils se sont battus.
Le Sili national de Guinée n'a pas su exploiter ses chances pour continuer à écrire une nouvelle histoire de son football au niveau continental. A rappeler que la Guinée de Pascal Fendouno et de Diambobo Baldé avaient aussi remporté lors de la CAN 2004 son duel face à la RDC Congo de Loa-Loa. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.